Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Julien, bonjour tu es Jean-Pierre. Ah, je te croyais parti. Ah non, mais j'étais parti intérieurement, tu vois, dans mes pensées. Oh là là, ça y est, on a encore du grand Julien aujourd'hui. C'est ça. Ça va, Julien, pour ton émission mensuelle, les Chroniques de Savoie, Très bien. qui nous parle de l'histoire de nos provinces de Savoie que l'on connaît, hélas, trop peu. C'est ça, tout à fait. Ça va très bien, Jean-Pierre. Très heureux d'être ici et puis très heureux d'accueillir notre invité Pierre, bien qu'on sûr, va présenter tout à l'heure. Alors, on va en parler dans quelques secondes, mais on peut pas commencer quand même cette émission le 8 novembre sans lancer un message d'anniversaire à ta maman. Ah bah oui, joyeux anniversaire Mamounette. Voilà, joyeux, on lui souhaite un très bon anniversaire et d'être toujours aussi dynamique, aussi souriante Aussi et jeune. aussi bonne cuisinière. Ah oui, surtout, ça très c'est important. quelque chose, ça Très c'est quelque important. chose. Et puis là, je suis content parce que vu qu'on se fait un peu concurrence avec mon frère pour la première personne qui souhaite l'anniversaire à ma mère, et bah là, le fait de lui souhaiter à la radio, bah là, je pense que j'ai pris de l'avance, là, tu vois. Là, ton frère, il pourra pas faire aussi bien. Voilà. Puis on embrasse aussi, Il est aussi capable très fort. Il est capable de venir, hein. Il est capable de venir. On embrasse donc aussi très fort ton papa qui supporte tout ça, lui, Oui, quand même. Hein. c'est ça. Allez, donc en tout cas, encore un bon anniversaire. Je me rappelle plus de son prénom. Odile, bien sûr, on vous souhaite un bon anniversaire et merci d'avoir fabriqué il y a quelques années de ça le Julien, parce qu'autrement, hein, il y a 40 ans déjà, oui. sans elle, tu ne serais pas là. Non, c'est ça. Allez, donc je sais pas si ça a à voir avec l'histoire de Savoie. Alors, aucun lien avec l'histoire d'aujourd'hui, j'espère en tout cas. Parce que c'est vrai que le mois dernier, nous avions parlé de Napoléon III et la Savoie, donc on s'était surtout attardé à, on va dire, l'épopée du rattachement de la Savoie à la France. De la France à la Savoie. Certains disent la France à la Savoie, voilà. Et aujourd'hui, on va changer de registre puisque nous allons accueillir Pierre Hoffmann. Bonjour Pierre. Bonjour Julien. Écrivain qui va nous présenter un ouvrage qu'il va présenter au Salon du Livre de Drumetas-Clarafond dimanche. Non, de Brison-Saint-Innocent. Brison-Saint-Innocent, oui, pardon. On parlait de Drumetas tout à l'heure, j'étais encore sur Drumetas, oui, de Et Brison-Saint-Innocent. c'est pas dimanche, c'est l'autre. Oui, dimanche la semaine prochaine. Voilà, Drum, c'est le dimanche suivant. Voilà. Et Pas Drum, Marcella, pardon. Et Marcella Albanais. D'accord. Et donc Alors, on résume. allez, allez-y, Donc, Jean-Pierre. Non, mais moi, je sais pas, moi, je vous laisse faire. Après-demain, donc, Après-demain, dimanche, c'est Brison. 20e anniversaire, 20e édition du salon de Brison-Saint-Innocent. Donc, j'espère que les lecteurs viendront nombreux. avec comme invité d'honneur, je crois, Franck Picard. Franck Picard, voilà. Donc, grand salon, très bonne ambiance, des organisateurs sympathiques. Et le dimanche suivant, salon aussi, je participerai au salon de Marcella, ou Marcelaz, on dit Marcella, les Savoyards. Marcella Albanais. Marcella, je vous rappelle qu'en Savoie, on ne prononce pas la fin des noms propres. C'est ça. Marcella Albanais, donc ce sera le dimanche 17 novembre. D'accord. Eh ben, on sera présent si on peut. Et puis, j'invite les auditeurs à vous rejoindre. Mais avant, parce que c'est vrai que j'ai une petite tradition, Pierre, dans cette émission, c'est que je fais toujours un petit point sur la date du jour. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre. Donc Et c'est l'anniversaire de ta maman. voilà. Alors, outre le fait que ce soit l'anniversaire de ma maman, alors, ça n'a pas forcément marqué l'histoire de la Savoie, parce qu'il y a un événement qui a marqué l'histoire de la Savoie, c'est le 8 novembre 1440, avec la naissance de Janus de Savoie, qui est le fils de Louis Ier, le deuxième duc de Savoie, et qui est le petit-fils de Janus de Chypre, qui lui était roi de Chypre, très bien, Jean-Pierre. Et il est important pour notre histoire, puisqu'il a été comte de Genève de 1460 à 1491, et il a accueilli dans son château d'Annecy une délégation de Suisses qui était alliée aux Français, et de Savoyards, qui étaient eux alliés aux Bourguignons, parce que vous savez que entre Louis XI et Charles le Téméraire, c'était pas forcément l'entente, et donc il a organisé une rencontre diplomatique pour essayer de trouver un accord pour mettre fin à ce conflit entre la France et la Bourgogne, et chaque famille était alliée à une grande maison, donc soit les Bourguignons, soit la France. Quel est le lien entre ce Janus et Anne de Chypre? C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est le fils d'Anne de Chypre? Non, c'est son fils, oui. C'est son fils, hein. D'accord, ok. C'est ça. Allez, sur ces... Et donc on change de registre, puisque là, on va faire un bond de 500 ans, puisqu'on va aller vraiment maintenant à la fin du 19e siècle, oui, pour nous parler, alors, moi, d'un personnage dont j'ignorais l'existence, Albert Pell,
ou Peul, comment on le prononce? Pell, je pense, Pell, voilà. oui. Qui est considéré comme étant, alors ça va être le fil un peu rouge de notre émission, comme étant le Landru savoyard. Mais avant de parler de l'ouvrage, on va parler un peu de vous, Pierre. Pourquoi et qu'est-ce qui vous est venu en tête pour écrire cet ouvrage et d'où vous vient cette passion pour l'écriture en lien avec l'histoire des Pays de Savoie, puisque cet ouvrage n'est pas le premier que vous avez rédigé? Alors, la passion pour l'écriture remonte évidemment à loin. J'écrivais beaucoup pendant ma vie professionnelle. Petite parenthèse, un battement de cœur particulier ici dans vos studios, puisque travaillant dans les finances publiques, mon premier poste d'inspecteur fut à Aix-les-Bains et j'en garde un merveilleux souvenir. Donc c'est un peu un retour aux sources aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez vu, Pierre, quand vous êtes arrivé, que vous avez dit que vous aviez été inspecteur des finances, impôts à l'époque, des impôts ici, on vous a déroulé le tapis rouge. D'ailleurs, si vous voulez des bonbons, on vous en donne, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Et donc, arrivé à l'âge de la retraite, donc, alors, je ne suis pas savoyard, je suis savoyard de cœur, mais je suis bourguignon d'origine. Et donc, je m'intéressais bien sûr à l'histoire, et surtout plus qu'à l'histoire de la Savoie, aux Savoyards et aux Savoyardes, puisque ce sont les gens qui m'intéressent avant tout. D'accord. Et donc, habitant à Talloires, en Haute-Savoie, j'ai commencé à interroger des gens âgés d'ailleurs, sur leur vie d'autrefois. C'est comme ça que j'ai écrit un roman qui se passe dans les Bauges. Les Bauges, les Baujus sont des gens très intéressants, n'est-ce pas? Et j'ai imaginé très belle région, ouais. Des tempéraments très forts, n'est-ce pas? Très marqués. Donc j'ai imaginé le destin de 3 frères au sein d'une famille de paysans Baujus entre 1920 et 1945. Et j'ai intitulé tout simplement ce livre 3 frères. Et un éditeur, la maison s'appelle Le Papillon Rouge, c'est assez joli d'ailleurs, de l'Hérault, m'a contacté à ce moment-là, il a lu le livre, et il cherchait quelqu'un pour écrire un ouvrage sur la Savoie et sur les Savoyards qui ont fait l'histoire, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc j'ai écrit Ces Savoyards qui ont fait l'histoire, et comme dans ce livre, il n'y avait sur 50 personnages que 7 femmes, bien l'année suivante, toujours chez le même éditeur, Le Papillon Rouge, j'ai écrit ces femmes d'exception en Savoie. 20 portraits de 20 femmes. Ensuite... ouvrage passionnant. Je l'ai lu parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer pour une conférence. C'est ça que je le conseille, c'est vraiment un... c'est vrai, à Châles-les-Eaux, c'est une belle soirée. Belle soirée. C'était il y a 1 an, jour pour jour. C'est ça, exactement. Et donc, ensuite, alors, j'ai oublié un peu les personnages, j'ai écrit un livre, toujours sur les Pays de Savoie, bien sûr, sur les lieux, les hauts lieux. Alors, 45 lieux, hauts lieux, Savoie, Haute-Savoie, alors 22, 23. J'essaie toujours de ménager entre les deux départements. Faut pas prendre de risques. Je ne veux pas prendre de risques. Et donc, des endroits à découvrir ou à redécouvrir, pour toutes sortes de raisons. Et puis, c'est la période du Covid, alors on a le temps d'écrire, hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas si vieux. Et donc, après, toujours chez Le Papillon Rouge, j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle Histoire vraie en Pays de Savoie. Alors, histoire vraie au pluriel, donc 25 histoires vraies, mais extraordinaires, mais bien réelles, qui se sont passées. Et dans ces histoires, justement, je raconte, mais en une douzaine de pages, puisqu'il y a 25 histoires, la vie et l'histoire d'Albert Pell, un précurseur de Landru. Voilà comment j'avais intitulé ce chapitre. Et cherchant ensuite des idées pour écrire un nouveau livre, en discutant avec mon éditeur, je lui ai proposé, sous réserve évidemment d'obtenir tous les renseignements et toute l'information, toute la documentation nécessaire, d'écrire carrément la biographie, ou une biographie, soyons modestes, d'Albert Pell. Et il m'a dit, oui, pas de problème, et donc nous continuons l'aventure, c'est le 5e livre, avec lui. Merci Pierre pour ce que vous faites pour l'histoire et la connaissance de nos Pays de Savoie, qui très intéressant, Julien. Toujours très intéressant, et puis aussi pour mettre le focus sur un personnage, alors on va dire tragiquement connu, mais très méconnu des Savoyards, puisqu'il naît en Savoie. Alors, on va dire qu'il a effectué sa carrière du côté de la région parisienne. Nous allons en parler, mais merci pour tout ce que vous faites pour la connaissance de nos Pays de Savoie. Alors, quelle est, peut-être ma première question, Pierre, les liens entre Albert Pell
et la Savoie. Alors, Albert Pell est né en Tarentaise. Alors, excusez du peu, il est né dans un petit village qui s'appelle Grand Cœur. Oui. Ah, Quand oui. on connaît Oui. après le personnage, c'est assez, Oui. assez intéressant. C'est vrai. Donc, nous sommes en Tarentaise. Son père est horloger. Il va être horloger à Bourg-Saint-Maurice. Ses parents ne s'entendent guère. Alors, la naissance d'Albert, il sera fils unique, hein, D'accord. et enfant unique. La naissance d'Albert aurait pu rabibocher un petit peu le couple, mais c'est exactement le contraire qui va se produire. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ça se passe souvent comme ça. Si bien que la mère va partir assez rapidement de Savoie, comme beaucoup. Elle va monter, comme on dit, à Paris. J'ai oublié de préciser que Albert Pell est né en 1849. Donc, la Savoie n'est pas encore française. Donc, c'est son père qui va l'élever mal d'ailleurs. Et il ne s'entend pas du tout avec D'accord. son père. Il est bon élève, il est intelligent, il parle bien de français. On va voir qu'il a une éloquence, il a un bagou extraordinaire, ce qui agace un peu son père. Et un oncle va mettre fin, un oncle avocat à Moutier, va mettre fin à ses bisbilles, et donc va persuader sa sœur, donc la mère d'Albert Pell, Oui. qui tient à Paris un petit commerce d'objets de piété, D'accord. et habite du côté de la Butte, Montmartre. Mhm. Eh bien, il va la convaincre, il va mettre la main à la poche, bien sûr, d'héberger et de recueillir, ce qui est la moindre des choses, son fils unique. D'accord. Donc, le gamin, adolescent, va monter à Paris. C'est une expédition à l'époque. Hein. Va découvrir la capitale, va fréquenter des établissements religieux. Nous verrons d'ailleurs, peut-être plus tard, que Landru a suivi un peu le même parcours scolaire, si l'on peut dire. Va ensuite faire l'apprentissage de l'horlogerie, hein, comme souvent. Le fils apprend le même métier que son père. Donc va devenir salarié de plusieurs patrons avant de se mettre à son compte. Et il ne reviendra, pour répondre, Julien, plus précisément à votre question, il ne reviendra en Savoie qu'après le décès de son père, D'accord. pour une seule et bonne raison, toucher l'héritage. Voilà. Parce que, évidemment, nous le verrons, l'argent, la cupidité expliquent l'essentiel des actes d'Albert Pell. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à imaginer, de quitter la province pour aller à Paris pour être horloger. Mais à l'époque, la profession d'horloger, c'était quelque chose de fondamental dans la vie des gens. Ah oui, On bien n'avait sûr. pas accès à l'heure comme aujourd'hui. Bien Et sûr, c'était quelque très chose important. de très important. Le fait d'avoir de connaître l'heure à chaque moment de la journée n'était pas aussi simple que maintenant. Et c'était un métier qui était fondamental dans la vie quotidienne des Parisiens et bien sûr des Français, puisque c'est un peu le temps, et notamment le temps liturgique, qui réglait la vie des gens. Donc c'était un métier qui aujourd'hui est, comment dire, un peu disparu, et Bien qui sûr. aujourd'hui à l'époque était très important. Voilà, on ne répare plus aujourd'hui, on jette. Voilà, tout à fait. Et pour revenir à entre guillemets l'épopée d'Albert Pell, donc il va à Paris, il devient horloger, il y travaille, et qu'est-ce qu'il va faire qui va devenir célèbre et qui va un peu défrayer la chronique? Quel est le point de départ de cette fameuse affaire Pell, l'arrestation d'Albert Pell, et qu'est-ce que l'on va découvrir suite à ça? Donc, Albert Pell est horloger, mais il a une grande passion, la chimie. Et pourquoi la chimie? Parce qu'il s'intéresse au poison. D'accord, comme sous Louis XIV, c'est pareil. Voilà, les affaires d'empoisonnement, on en reparlera, c'était courant. Et donc, il va s'intéresser au poison, et il faut essayer de se replacer dans le contexte de l'époque. Il va se targuer auprès de... Il aura évidemment, comme Landru d'ailleurs, sont des solitaires, ces gens-là, donc ils n'ont pas d'amis Ils en ont fait. Mais il pas aura, de vie sociale, oui, il aura quand même un copain, entre guillemets, d'apprentissage, hein, et il se targue auprès de lui, lui dit, eh bien, tu vois, je vais mettre au point, d'ailleurs, pour essayer de lui extorquer un peu d'argent, mais ça ne va pas marcher d'ailleurs, je vais mettre au point un remède miracle contre le phylloxéra, puisque à ce moment-là, le phylloxéra commence de ravager les vignes, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Voilà. Et au passage, évidemment, il essaie de demander, il demande à sa mère, qui refuse le plus souvent, sans arrêt un peu d'argent pour acheter ses produits chimiques, pour acheter des livres,
de la documentation, voilà. Et donc il se barricade dans sa chambre et il réalise toutes sortes d'expériences qui n'ont rien à voir avec l'horlogerie. Et parce que certains collectionnent les timbres et les pièces de monnaie, lui il collectionnait les produits chimiques. Parce qu'il paraît que chez lui c'était un véritable laboratoire. Enfin, C'est comme chez toi, ça, Julien, non? pas trop, non. Les collections, oui, il y en a beaucoup, mais pas de produits chimiques. Pas d'arsenic. Et donc il va aussi dire un jour toujours à ce copain d'apprentissage, mais tu sais, je suis en train de mettre au point un poison qui ne laisse aucune trace après son ingestion. Alors ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Donc voilà un petit peu le bonhomme. Et donc il a un bagou, je l'ai dit, terrible. Il s'exprime très bien. Il écrit très bien. Donc, bien qu'il ait un physique peu engageant, il va avoir un succès certain. Landru, ça sera la même chose. Hein, vous voyez la bobine de Landru. Hein. Eh bien, on a beaucoup de photos de Landru, puisque c'était 40 ans plus tard. Donc là, la photographie avait sa place. Mais je veux dire que Pell, malin comme un singe, si on peut dire, intelligent, mais roublard, évidemment, très orgueilleux, eh bien, va réussir à attirer des femmes un peu naïves, mais surtout qui ont un petit peu d'argent. Voilà. Et sur l'arrestation, l'enquête, on reviendra dessus après la première pause musicale, Pierre. Première pause musicale, c'est Avec le temps. C'est la demande de notre invité. Alors oui, c'est la chanson préférée de notre invité. Donc c'est pour avec le temps de Léo Ferré. Pour lui faire plaisir. Il est content. Donc c'est gentil, on est content que nos invités soient contents, donc c'est parfait. On écoute le grand Léo Ferré. Avec le temps, tout s'en va. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Léo Ferré, Julien, Avec le temps, une des plus belles chansons françaises et la chanson préférée de ton invité. Donc, il était normal quand on a un invité de marque comme ça qu'on lui fasse un petit cadeau. Et ça fait plaisir à réentendre parce que c'est vrai que c'est une musique que moi personnellement je n'ai pas l'occasion de non, toi t'es plus c'est pas forcément mon style, mais ça fait plaisir de réécouter cette chanson qui est magnifique. Oui, c'est vrai. C'est indémodable. Merci Pierre pour ce cadeau. De rien. Dans des dizaines d'années, on écoutera encore Léo Ferré. Ce que t'écoutes toi, là, ce que tu nous as fait écouter tout à l'heure, je sais pas quoi, hein. C'était quand même pas, voilà. Non, c'était pas le même style. Allez, on y va. Donc, re-bienvenue. On passe un petit bonjour aussi à Sandra qui nous écoute. Oui, qui tout est à à côté, fait. qui est pas avec Sandra nous, nous écoute, elle est en pleine paperasse. Voilà. Et donc, nous parlions de Albert Pell, le Landru savoyard, et la présentation de cet ouvrage écrit par Pierre Hoffmann, qui est notre invité aujourd'hui, et ouvrage qui est sorti il y a pas longtemps, parce qu'il est sorti le 11 octobre dernier. Tout neuf. Moi, pour l'avoir, excusez-moi Pierre, parcouru, parce que j'ai pas eu le temps de le lire entièrement, j'ai été passionné par les chapitres que j'ai lus, et vraiment, c'est très intéressant. Et puis merci pour ce que vous faites pour l'histoire de la Savoie et la connaissance d'histoires qui sont hélas méconnues. Et Albert Pell, donc bien sûr le Landru savoyard, on pense qu'il est rentré dans l'histoire, pas forcément pour de bonnes raisons. Mais qu'est-ce qui a fait? Comment est-ce qu'il a été arrêté? Alors là, je connais la réponse, mais pour nos auditeurs, qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclenchement de l'arrestation d'Albert Pell? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il ne soit plus sous les radars et qu'il se fasse, on va dire, questionner sur d'étranges senteurs qu'il y a à côté de son habitation parisienne, puisqu'il habite du côté de Montreuil. C'est ça, Montreuil. On disait Montreuil, à l'époque. Montreuil-sous-Bois aujourd'hui. Oui. Et donc, il est dans un appartement, dans une petite résidence, derrière nous aujourd'hui. Et puis en plein été, alors qu'il fait très chaud. J'ai bien consulté les bulletins météo de l'époque. Sur Paris, région parisienne, il fait 35, au mois d'août 1885. Donc déjà une bonne canicule. 35 à l'ombre. Oui. Et en plein après-midi, les voisins voient sortir de la fumée épaisse de sa cheminée. Donc ils disent, tiens, c'est quand même curieux de faire... D'avoir froid à 35 degrés. Voilà, absolument. Bon. Et puis, dans la foulée, si on peut dire, alors des odeurs quand même un petit peu caractéristiques et bizarres. Ouais. D'abord des odeurs de viande pourrie, ensuite des odeurs de chair brûlée. Mm-hmm. Voilà. À tel point que certains voisins descendent, toquent à sa porte, il les reçoit tout à fait correctement. Il a toujours une explication. Paie la réponse à tout. Oui, comme Landru plus tard. Ce sont des gens qui font preuve d'un sang-froid évidemment incroyable. Eh bien,
Donc, je faisais ma cuisine, je faisais chauffer ceci, je réchauffais cela, et puis celle qui croyait de sa maîtresse, mais que lui présente comme sa bonne, comme sa servante, a disparu. Mais les gens, quelques jours avant, quelques voisines l'ont vu en très très mauvais état au fil des jours, nausées, vomissements, maux de tête, étourdissements. Des mots qui... Ça fait penser un peu à des symptômes causés par quelques substances. Quelques substances un petit peu bizarres. Et d'ailleurs, vous verrez dans le livre que en amont, les mêmes symptômes ont été ressentis par plusieurs femmes. Déjà d'ailleurs par la mère. Par la mère. On se demande. Personnellement, je suis convaincu que ce fut le cas. Est-ce qu'il ne s'est pas fait, pour parler familièrement, est-ce qu'il ne s'est pas fait la main sur sa mère pour qu'elle décède prématurément, encore qu'elle avait une 60aine d'années, mais elle a eu les mêmes symptômes. Et ensuite, donc comme ça, il touche l'héritage. Il est fils unique, nous l'avons dit. Ensuite, il va se marier. Donc sa première femme va décéder 2 mois après le mariage, dans des circonstances troublantes. C'est un peu un chat noir, en fait. Voilà, Faut pas l'approcher. On en reparlera sans doute tout à l'heure, à l'occasion du procès, mais donc il y aura une exhumation du corps de sa première épouse. Ensuite, il y a une vieille bonne qui va avoir les mêmes symptômes, qui sera sauvée in extremis parce qu'elle va aller se faire soigner dans un hôpital à Paris. Une maîtresse qui va disparaître. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup, oui. Une deuxième épouse. C'est un peu comme chez toi, ça. Voilà, une deuxième épouse. Donc, il va se remarier très vite. Toujours, évidemment, avec des femmes qui ont un petit peu de moyens. Bon. Et d'ailleurs, sa belle-mère va venir habiter chez eux, au domicile. Elle ne va pas rester longtemps, d'ailleurs. Alors ça, c'est peut-être une bonne idée. Parce qu'elle aussi a des symptômes. Alors, c'est une belle-mère qui avait du flair, ça existe, vous voyez. Et donc, puisqu'elle va partir un jour sans prévenir, et c'est ce qui va lui sauver certainement la vie. D'accord. Alors, on en arrive après, bien que sa deuxième femme soit jeune et a priori assez belle, il va s'enticher pour des laiderons, en général, plus âgés que lui, mais qui ont un peu de sous. Et notamment, c'est Élise Baumer. Je reviens à celle qui a disparu. Qui est celle par qui tout a commencé. Tout va déclencher. Et bon, les bruits courent, la rumeur, etc. Donc, le commissaire de police du coin va finir quand même par venir au domicile de Pell. Domicile et aussi puisque il habite et il a son atelier d'horlogerie, bijouterie. Comme il y avait beaucoup à l'époque, les personnes vivaient au-dessus ou à proximité de leur atelier, de leur boutique. C'était quelque chose de très courant. Voilà, c'est ça. Et donc, ils vont l'embarquer, si on peut dire. Ils vont l'arrêter au motif qu'il a fait disparaître sa bonne. D'accord. Donc, ce sont les voisins qui ont donné l'alerte, en quelque sorte. Bien, Landru, ce sera un peu la même chose, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a quand même des signes extérieurs, non pas de richesse, mais de fumée, d'odeur, absolument abominable, qui laisse à penser qu'il se passe des choses quand même curieuses dans cet appartement. Évidemment, il y a une cuisinière et des cendres. Bien sûr. Et ça m'a fait penser également, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup le parallèle avec Landru, puisqu'il a fait disparaître des maîtresses, ses épouses. Ça m'a fait penser également la fumée, la chaudière à l'affaire du docteur Petiot, aussi à Paris, qui faisait disparaître des personnes. Alors là, il y avait des hommes, des femmes, pas seulement de ses épouses, et c'était pas les mêmes manières de s'en débarrasser, mais également pour faire disparaître les preuves et les corps dans une chaudière, et l'alerte par les voisins d'une odeur très bizarre. Enfin, voilà, on peut aussi on peut faire des parallèles avec beaucoup de tueurs célèbres français, malheureusement. Et donc, il est arrêté. Donc, comment va s'organiser un peu cette enquête ? Puisqu'il y aura une enquête, et je sais que dans le livre, vous décrivez un peu l'enquête criminelle, et c'est une enquête qui, pour l'époque, apparaît comme étant particulièrement moderne, avec un vrai travail scientifique comme on peut ne pas l'imaginer. Parce que c'est vrai que pour le 19e siècle, ça peut paraître le Moyen-Âge par rapport à aujourd'hui,
où on parle enquête sur les téléphones, les réseaux, l'ADN. À l'époque, c'est le balbutiement de la police scientifique. Et on est vraiment dans un vrai travail d'investigation. Enfin, c'est surprenant. C'est très surprenant pour l'époque, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que c'est vrai que oui, puisque donc il est arrêté donc en octobre 1886. Oui. 1885, excusez-moi. Et donc, à cette époque-là, comme vous dites, la police scientifique n'était pas comme aujourd'hui, bien sûr, n'existait pas. Pour autant, l'enquête va être très, très approfondie et va faire appel à deux spécialistes en matière de médecine légale. Alors, un chimiste, Monsieur Lott, oui. et puis surtout le docteur Brouardel, qui était une référence à l'époque. D'accord. Voilà. Et donc, le magistrat chargé de l'enquête va leur demander d'effectuer, vous l'avez presque annoncé, des travaux très, très innovants pour l'époque. Mm-hmm. Alors, ils vont essayer d'abord évidemment, une perquisition, etc. Ils vont essayer tout d'abord ils vont pas essayer, ils vont exhumer, parce que on va finir par faire un lien, parce qu'il a déménagé très très souvent, bien sûr. Mais c'est justement à la fin, qu'on s'aperçoit qu'il y a certainement eu des victimes, 6-7 comme Barbe Bleue. Oui, beaucoup d'autres références, Barbe Bleue. Oui. Et donc là, parce qu'il y a des membres de familles de femmes disparues qui vont se manifester. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la radio. Comme nous aujourd'hui, encore moins la télévision. Donc c'était le bouche à oreille et les journaux qui informaient les gens. Mais les journaux étaient très lus, les quotidiens étaient très très lus. Des tirages par centaines de milliers d'exemplaires pour certains journaux. Enfin, la presse, c'était... Voilà. Et ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs pour écrire le livre, entre parenthèses. Et donc, c'est par là que certains membres de famille vont se manifester spontanément auprès de la police. Oui. Et donc, petit à petit... qui va tisser sa toile autour de Pell. Et les spécialistes là, en matière de médecine légale vont exhumer donc le corps de la première épouse de Pell. Oui. Et vont, à l'aide d'une machine qui s'appelait la machine de Marche, on ne va pas entrer dans les détails, déterminer, quantifier l'arsenic contenu 4 ans après son décès dans certaines parties du corps de sa première épouse. Alors là, il va se défendre, il va dire oui, mais elle prenait de la liqueur de Foller pour être en forme. Oui. Liqueur de Foller dans laquelle, comme par hasard, il y a une petite dose d'arsenic. Et j'ai cru comprendre que quand il y a eu l'exhumation du corps, on prélevait également de la terre à côté, et ensuite on faisait des prélèvements. C'était très précis, de la terre au-dessus, en dessous, devant, derrière le cercueil, tout est analysé, tout est quantifié d'une manière très scientifique, et pour l'époque, c'était remarquable. Et ensuite, on compare les taux d'arsenic dans la terre et dans le corps de la défunte. Si ça correspond, on peut penser que c'est quelque chose de naturel, parce que l'arsenic... Ce qui n'était pas le cas là. Et s'il y a une différence importante entre les deux, on peut se douter que l'ingestion de l'arsenic n'a pas été faite naturellement. Nos deux experts en arrivent à cette conclusion et vont l'indiquer lors du premier procès. D'accord. Concernant maintenant la dernière victime, si je puis dire, Elise Böhmer, qui a disparu. Alors là aussi, l'enquête va être très fouillée. Oui. On va faire des recherches très importantes sur tout le territoire, même en Alsace, qui est allemande, entre parenthèses. Il y a eu entre-temps le désastre de 1870. Ils vont même demander, ils n'auront pas toujours de réponse d'ailleurs, des renseignements en Allemagne, puisque Elise Böhmer est native, est née outre-Rhin. Donc des recherches, et personne ne l'a vu, ne l'a revu depuis le 13 ou le 14 juillet 1885. Donc elle a complètement disparu de la circulation. Et puis il y a surtout cette cuisinière, il y a ses cendres, il y a le fait que Pell revend aussitôt tout ce qu'il peut, tout ce qui appartenait à Elise Böhmer, pour gagner un peu d'argent, bien sûr. Donc, les enquêteurs sont convaincus de la culpabilité de Pell, au moins dans ces deux cas. Dans ces deux cas, sans enquêter, c'est un peu loin maintenant, sur d'autres cas, y compris sur la mort, mais les années ont passé, de Madame Pell, mère. D'accord.
Et donc, vient le moment de l'arrestation, de l'enquête. J'imagine qu'il y aura bien sûr un procès Procès à Paris. D'accord. Bien sûr. Mais alors l'appel ne sera pas défendu par un avocat de talent. Oui. Pratiquement aucun avocat ne veut le défendre. Donc ça va être un avocat stagiaire qui va le défendre. Donc il va se défendre tout seul en réalité. Parce qu'il est intelligent, il a bien compris que s'il voulait se défendre. Et donc il va tenir tête. Parce que comme je vous l'ai dit, il a réponse à tout. Il va tenir tête pendant le procès, non seulement aux magistrats, mais également aux experts. Parce qu'il se présente comme, alors il est horloger, mais il est aussi pour lui un peu chimiste, aussi un peu médecin, il est un peu tout. D'accord. Sans avoir de diplôme, mais il est un peu tout. Tout. Hein, Julien? C'est ça. Un petit peu comme toi? Oui, complètement. Voilà. Et le procès de l'époque, est-ce qu'il a un retentissement comme on pourrait là un retentissement exceptionnel. Voilà. Alors le procès ne dure que 3 jours, D'accord. au mois de juin. Mais il a un retentissement exceptionnel. Il fait la une des quotidiens. Alors les quotidiens, on l'a dit, étaient nombreux, Oui. très nombreux à l'époque, notamment dans la région parisienne, mais également ici en Savoie. Et donc, il fait la une des journaux de manière incroyable. Donc, je pense, et je ne suis pas le seul, que Landru, qui à ce moment-là a 16 ans, il est né, D'accord. Oui, donc donc 20 ans d'écart, tous les deux, un à 16 ans, adulte. vit dans la région parisienne aussi, a eu connaissance de l'affaire Pell et notamment de cette innovation en quelque sorte, parce que les affaires d'empoisonnement, il y en avait beaucoup. Bien sûr. Mais en plus de l'empoisonnement, le fait de découper en morceaux la personne et de la faire passer dans la cuisinière, c'était une innovation pour l'époque qui n'a pas dû échapper à Landru. Et sur la couverture de votre ouvrage, il y a un croquis d'Albert Pell. D'où vient-il? Est-ce que c'est un extrait d'un journal qui fait le bilan d'une journée du tribunal ou pas du tout? Alors, je ne suis pas affirmatif à 100% parce que ce n'est pas moi. Évidemment, c'est l'éditeur qui s'occupe de cela. Mais dans le deuxième procès, parce qu'on va être obligé de parler. Après la deuxième pause, on parlera du deuxième procès, bien sûr. Parmi la foule nombreuse des personnes assistant à ce procès, eh bien, un jour, il y a, entre autres, un dessinateur, et voilà, donc qui prend des tas de croquis de Pell, qui va même réaliser une petite sculpture de Pell. Donc, il n'est pas impossible qu'il ait participé à ce croquis. Et c'est vrai que vous nous parliez tout à l'heure du physique d'Albert Pell. C'est vrai que quand on voit le croquis sur votre couverture, alors, c'est pas Brad Pitt. Enfin voilà, c'est vraiment une personne. En plus, il a un air un peu austère. Enfin, il fait vraiment pas rigoler, quoi. Et donc il y a des lunettes. Enfin, je vous incite, bien sûr, si vous achetez l'ouvrage, vous verrez à quoi je fais référence, mais on sent vraiment une gravité sur son visage et un sérieux. On voit qu'il presque un squelette ambulant. C'est ça, oui, complètement. Complètement. Et avant de parler du deuxième procès, puisque on va un peu teaser les choses, il y aura un deuxième procès. Est-ce que vous pouvez nous dire la condamnation, quelle a été l'issue de ce premier procès? Le premier procès, donc, il passait aux assises pour deux assassinats. Donc sa première épouse, Eugénie Buffreau, dont le corps a été exhumé, et là, il est déclaré non coupable. D'accord. Donc vous imaginez sa famille, dans quel état elle est. Bien sûr. Concernant Élise Baumer, en revanche, celle qui a disparu et dont on pense qu'elle a fini dans la cuisinière, eh bien, il est déclaré coupable. Donc, il est condamné à mort. D'accord. Donc, c'est à l'issue de ce premier procès. Donc, normalement, il attend son exécution. Oui, il va se retrouver d'ailleurs dans la cellule des condamnés à mort. On va suivre tout le truc. Mais évidemment, c'est un Savoyard, Pell. Oui. Donc, un Savoyard, ça ne baisse jamais les bras. C'est ça. Voilà, donc il fait appel. D'accord. Pell fait appel. D'accord. Puisque à l'époque, il ne fait pas appel. C'est pour rigoler que je disais ça. Ce ne soit pas rigolo du tout. Mais enfin, donc il se pourvoit en cassation en quelque sorte. Oui, parce que l'appel pour l'assise, c'est quelque chose qui était instauré à la fin des années 1990. Voilà. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire appel d'une décision prise en cours d'assises. Voilà. Et par contre, elle était prise au nom du peuple français. Voilà. Mais par contre, on pouvait toujours se pourvoir en cassation, c'est-à-dire refaire juger l'affaire sur
la forme et pas sur le fond. Enfin, Voilà, pour faire simple. Voilà. Donc, il attaque. N'oublions pas, petite parenthèse, mais peut-être importante, si on peut s'étonner de la décision qui est prise, hein, notamment sur sa première épouse, Oui. le jury à l'époque est masculin. Ah oui, très important. Bah oui. Aucune femme dans le jury. C'est qu'en 1944, lorsque les femmes vont obtenir en France Oui, très le droit de tardivement vote. par rapport à d'autres pays, vous le savez, le droit de vote, qu'elles pourront aussi être jurées. Donc, il se pourra en cassation, et il se trouve que dans les jurés figure, à l'époque, le jury était parfois composé un peu hâtivement, Oui. un peu n'importe comment non, mais enfin mal. Effectivement, il y a un commerçant qui a été en faillite, donc non réhabilité, donc qui ne devait pas faire. C'était un cas c'est prévu, hein. Et donc En fait, ça casse. Ça permet de casser ça casse complètement le premier procès. le premier Le procès. jugement. Et donc, un deuxième procès aura lieu en Seine-et-Marne, à Melun. Et donc, s'il est un peu, comment on appelle ça, c'est Mais rapidement, ça va plus décentralisé, vite enfin, qu'aujourd'hui. voilà. Hein. Oui. Oui, c'est décentralisé. Donc là, c'était au mois de juin. Oui. Et le procès suivant aura lieu au mois d'août. Ah oui, c'est vrai que c'est très rapide. On parlera du deuxième procès et de la suite dans cette deuxième pause musicale. Oui, on lance la deuxième pause, mais pas trop loin. Et puis, tout de suite après, c'est la troisième partie. Parfait. Déjà de ton émission qui est passionnante. Mais ça on passe apprend beaucoup quand même une allure. sur Albert Pell, le Landru savoyard. Moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire, Julien, et toi non plus. Hein. Ouais, moi non plus. Donc, nous apprenons, c'est toujours bien. Allez, la pause musicale, et on revient avec notre invité, un invité de marque aujourd'hui pour les Chroniques de Savoie. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Julien, c'est déjà la troisième partie, là. Ça passe quand même très très vite. Trop long, hein. C'est trop court, je veux dire. C'est dire que notre invité est particulièrement passionnant et l'histoire est aussi passionnante. parce que Mais c'est vrai bien qu'on sûr, se- cette histoire. Alors, on souhaite encore un bon anniversaire à Odile. Bon anniversaire, oui. Comme ça, je suis sûr d'être au top par rapport à mon T'es frère. au top, là. Parfait. T'es au top. Et on écoute notre invité d'honneur qui arrive tout droit des rives du lac d'Annecy pour venir au bord du lac du Bourget de Talloires-Aix-les-Bains pour nous présenter ce très bel ouvrage. Albert Pell, le Landru savoyard, et on donnera tout à l'heure toutes les indications pour trouver ce livre dans toutes les bonnes charcuteries, librairies. Hein. C'est ça, tout à fait. Et donc, avant cette dernière pause musicale, nous avons fait le point sur le premier procès. Et donc, vous nous aviez indiqué, Pierre, que la Cour de cassation a été saisie, avait trouvé une faille juridique. Donc, deuxième procès. Bien sûr, donc il retourne alors, dans un délai record. C'est vrai que c'est pas comme aujourd'hui où ça peut mettre plusieurs mois, voire quelques années pour rejuger une affaire. Là, en l'espace de 2 mois, il se retrouve pour la deuxième fois devant une cour d'assises avec un nouveau, une nouvelle organisation, on va dire, un nouveau juge, des jurés. Enfin, tout est neuf. Donc, on reprend tout depuis le début. Et comment va se dérouler donc ce second procès? Et puis, bien sûr, la conclusion de cette partie, ça va être quelle va être la conclusion de ce second procès? Est-ce qu'il va être condamné à mort comme le premier? Donc, on met un peu de suspense. Et donc, Pierre, nous sommes tout ouïs et nous pour essayer de comprendre ce qui va se passer et comment va se dérouler la suite de cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure pour Albert Pell qui bien sûr est condamné à mort et qui, si le procès se déroule comme le premier, risque bien sûr de perdre sa tête, puisqu'à l'époque, vous savez que c'était la décapitation qui attendait les personnes qui étaient condamnées à mort en France. Donc Pierre, nous vous écoutons pour ce deuxième procès. Alors, Albert Pell, pour l'instant, ne s'en sort pas trop mal, finalement, puisque donc, vous l'avez dit, un deuxième procès va avoir lieu, mais uniquement sur le cas d'Élise Baumer. Voilà, puisqu'elle a été acquittée de... On ne revient pas sur la mort et les causes du décès de sa première épouse. Le procès, donc, on l'a dit, a lieu à Melun. Le jury sera essentiellement un jury de gens de la campagne. Oui. Ça peut avoir son importance. Ils ont généralement les pieds sur terre, Oui. c'est ce qu'on peut penser. Mais grosse différence avec le premier procès, Pell, en prison, va écrire un des avocats les plus réputés, jeune avocat de l'époque, Maître Laguerre, c'est son nom, tout en lui disant bien sûr qu'il est innocent, Bien sûr. tout en lui disant qu'il n'a pas un sous-vaillant,
Mais cependant, l'avocat va accepter de le défendre. Je crois qu'on appelle ça, alors je peux me tromper, on appelle ça en pro bono. C'est Voilà. un avocat qui défend sans aucune compensation Et donc, ça aura une financière. importance pour la suite. Oui. Vous allez bien, vous pouvez le deviner. Et face à lui, on ne fait pas confiance à l'avocat général Demelin, et donc on va faire appel aussi, parce qu'on dit maître Laguerre, attention. Faut sortir du lourd en face. Alors on fait venir un avocat général aussi parisien, réputé et a priori solide. Donc tout le monde attend la confrontation de ces deux pointures, Bien si sûr. je puis ainsi m'exprimer. Voilà. Donc le procès a lieu devant une foule considérable. Nous sommes au mois d'août aussi, il fait encore très chaud, à tel point qu'un jour, un juré, le procès va durer 3 jours aussi, un juré va se trouver mal, si je puis dire. Tout le monde transpire beaucoup. Le président a hâte de partir en vacances, donc les choses ne vont pas traîner. D'accord. Et au final, parce qu'il faut quand même qu'on accélère un petit peu, au final, eh bien, Pell est reconnu coupable de la mort, de l'empoisonnement d'Élise Baumer. On va retrouver les mêmes témoins, Bien donc sûr. on revient pas de tout le défilé des témoins, c'était essentiellement les voisins de Montreuil. Et puis, Mais on refait le procès, en fait. Et puis, Monsieur Lotte, Monsieur Boardel, les experts médico-légaux vont bien sûr confirmer, voilà. Mais Maître Laguerre va essayer d'instiller le doute, bien sûr, parmi les jurés. Et donc, verdict, il est reconnu coupable, mais ajoute aussitôt le président du jury. Attention, suspense. Il bénéficie de circonstances atténuantes, Julien. Alors, il ne précise pas lesquelles. D'accord. On ne le saura jamais. Oui. Donc, il échappe à la guillotine et il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. D'accord. Pell sauf sa tête. Incroyable. Et donc, il a eu le nez fin en se pourvoyant en cassation, en fait. Un nez fin. Alors, il avait un long nez pointu, mais là, très fin, et bien sûr. Et donc, il le doit essentiellement à Maître Laguerre. D'accord. Mais il a eu la même attitude que lors du premier procès, c'est-à-dire réponse à tout. Bien sûr. Il répond aux experts comme s'il était lui-même chimiste ou docteur en médecine. D'accord. Oui, alors qu'il n'a aucune qualification. Mais il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Et il a un bagou d'enfer. Donc il arrive, et son avocat le défend bien, et donc travaux forcés à perpétuité. Donc direction. Alors, direction. C'était la Nouvelle-Calédonie. Alors à l'époque, voilà, c'est la Nouvelle-Calédonie, et donc il va partir d'abord petite étape provisoire en France, et ensuite longue traversée bien sûr. En bateau pour arriver jusqu'au Caillou. Et donc il va partir en 1886. D'accord. Il va mourir en 1924, c'est pour bien sûr. Pour les auditeurs, pour situer la période, il a passé plus de la moitié de sa vie au bagne, oui. Mais dans des circonstances un peu spéciales, parce que en Nouvelle-Calédonie, quand le bagne est ouvert, le premier directeur et ses successeurs vont suivre à peu près la même politique, croient fermement à la réhabilitation des prisonniers par le travail. D'accord. Donc Pell, qui est malin, donc va faire profil bas. D'accord. Donc il va faire en gros 15 ans de bagne et après il obtiendra un certain nombre non pas de faveurs, mais de réaménagement de peine un peu. De peine. Il va se retrouver horlogé dans une petite cabane en bois blanc à Bourail, petite ville Nouvelle-Calédonie en bord de mer. Donc il va pouvoir reprendre un petit peu son activité. Je n'ai pas trouvé de traces de liaison avec d'autres femmes. D'accord. Il va se passer plein de choses, bien sûr, en Nouvelle-Calédonie, notamment une révolte très importante en 1917, il y a la guerre de 14-18, etc. Mais il va ainsi être, lorsqu'il va décéder en 1924... il y a 100 ans. Il avait... Pardon ? Il y a 100 ans. Il y a 100 ans, exactement. Donc, d'une part, il a toujours dit, et convaincu d'ailleurs, compris des
des directeurs de l'établissement là-bas de son innocence. D'accord. Et donc, un journaliste en 1901 D'accord. va venir, ça c'était un épisode très intéressant, je pense, je vais être rapide. Oui, Un journaliste vient en 1901 depuis la métropole, un journaliste qui critique fermement les bagnes, Oui. parce qu'il y a Cayenne, hein. Oui, bien sûr. Bon, il y aura l'affaire Dreyfus, etc. Lui, Dreyfus va aller à Cayenne. Hein. Essaie de trouver des bagnards innocents. D'accord. Et donc, on lui parle de Pelle. Il a étudié le cas de Pelle avant de partir, bien sûr. Et il va aller rencontrer notre Savoyard. La rencontre se passe bien, mais Pelle, manifestement, n'a pas envie de revenir en métropole. C'est peut-être un signe de reconnaissance indirecte quand même de sa culpabilité. Il veut se faire oublier. Il veut se faire oublier. Puis il dit finalement, ici, je ne vis pas trop mal, regardez. Regardez, il y a des bananiers avec des bananes, il y a des banians, il y a des beaux arbres. Nous sommes dans un décor magnifique. Donc, voilà. Et notre journaliste, d'ailleurs, va, un peu déçu, parce qu'il croyait sans doute à l'innocence de Pelle, va aider un pharmacien qui avait été condamné aussi. D'accord. Pour empoisonnement, et il va réussir à le faire réhabiliter. Je ferme la parenthèse concernant ce journaliste. Donc Pelle, lui, va mener sa petite vie tranquille, finalement. Il ne s'en sort pas trop mal. Alors, une vie de évidemment, solitaire. il ne sera jamais revenu en Savoie. La dernière fois qu'il est venu en Savoie, c'est peu de temps après la mort de sa mère. Son père va décéder à son tour. Et là, il a un héritage assez intéressant qu'il vient évidemment chercher. Il touche aussi un bout de l'héritage de son oncle. D'accord. Il reste peu de temps en Savoie. Oui. Il est tiré à quatre épingles. Le temps de récupérer l'argent. Et les gens qui le reconnaissent à peine, alors il leur dit, parce que c'était un menteur patenté, hein, Oui. il leur dit qu'il exerce un métier à très grosse responsabilité à Paris, donc il n'a pas le temps de rester à Bourg-Saint-Maurice, et il repart aussi vite qu'il est arrivé, mais les poches pleines. D'accord. Et il va dilapider évidemment rapidement l'héritage. Donc pour revenir à cette période, donc il va décéder de sa belle mort en quelque sorte. Il avait une santé incroyable. D'accord. Tout le monde le voyait au moment du procès. Les journaux disent, mais de toute façon, innocent ou pas, dans un an ou deux, vu sa tête, Oui. il ne sera plus de ce monde. Et je raconte dans le livre, en revanche, que bon nombre de personnages clés de l'affaire, eux, depuis des avocats et autres, Oui. experts ou autres, vont décéder bien avant lui. D'accord. En fait, il va en enterrer plus d'un. D'accord. Et c'est lui qui va mourir tranquillement en 1924, alors qu'il est le plus vieux bagnard de France. Une drôle de récompense pour un Savoyard. Mais c'est incroyable. C'est vraiment une vie. Il s'en est quand même très bien tiré. C'est ça. C'est parce que c'est vrai que vu les charges qu'il y a contre lui, réussir Oui. à s'en tirer, c'est-à-dire à sauver sa tête, à vivre en Nouvelle-Calédonie au bagne, dans une vie de solitaire, mais chose qu'il a toujours été. Donc c'est vrai que il continue de réparer quelques montres. Voilà, donc pour lui, ça n'a pas forcément été désagréable. Il se fait oublier en ne revenant pas en métropole. Voilà, ce n'est Donc pas Cayenne, hein. Oui, voilà, Rien à voir avec le bagne de Cayenne. Ah, c'est pas l'île du diable. Complètement. On peut s'imaginer que les conditions de vie ne sont pas comme en ville, comme à Paris, bien sûr. Mais il vit une vie totalement correcte. Voilà, il n'y a pas de... Ce que je n'ai pas su non plus, malgré toutes les recherches que j'ai entreprises, c'est que il a eu une fille, c'est-à-dire que sa seconde femme qui va le quitter, donc et ça va lui sauver la vie, bien sûr. A eu une petite fille. D'accord. Elle va partir en Angleterre, d'ailleurs, sa seconde femme, et je n'ai pas pu avoir de traces dans le cas de toutes les recherches effectuées sur ce qu'est devenue cette petite fille. Sa seconde femme qui confie bien, a trouvé la trace aux enquêteurs que c'est bien Pelle le père. D'accord. Ah bah, je suis impressionné par toutes ces informations. Ah oui, vraiment. Hein. C'était passionnant. Merci Pierre pour cette émission. Et puis on va finir par une petite question. Mais avant, on va rappeler les lieux dans lesquels nous pouvons trouver ce très beau livre. Ce très beau livre.
Donc dans toutes les bonnes librairies, Alors j'espère j'imagine. que toutes les librairies, normalement, voilà, je serai en dédicace, mais ça sera en décembre, donc c'est loin. Hein. Je crois que c'est le samedi 7 décembre, l'espace Leclerc de Drum. Voilà, l'espace culturel, tout à fait. Voilà. Dimanche, nous l'avons dit, donc bien sûr, au salon de Brison. Oui. On invite les 20e lecteurs à édition. venir. Mais autrement, j'espère que le livre peut être trouvé, sinon commandé, dans toutes les bonnes librairies de Savoie et de France, d'ailleurs, je pense, suite à l'émission. D'accord, merci. Et puis, dernière petite question. Est-ce que l'on peut vraiment considérer que Albert Pell est un peu notre Landru local? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des points communs avec il y a des Landru. points communs depuis la jeunesse. C'est jeunesse. incroyable, on a l'impression d'avoir une photocopie des deux. Oui. Voilà, intelligent. Physiquement pas très agréable. Pas des Don Juan, mais un goût pour l'argent. La cupidité, voilà. Des menteurs invétérés, mais des gens, des bonimenteurs très talentueux. Que ce soit auprès des femmes, bien sûr, et puis après auprès des enquêteurs, après pendant leur procès, voilà. Et donc, dans le dernier chapitre, j'essaie de faire le parallèle, d'où le titre du livre, le parallèle avec Landru. Mais évidemment, deux grosses différences. La première, c'est que Landru n'a pas empoisonné ses victimes. Oui. D'accord. Et puis la deuxième. C'est plus l'étranglement. Alors c'est plus, les cordelettes, hein, oui, c'était, voilà, des fois pendant leur sommeil, on pense, hein, les femmes. Et puis spaghetti, tout ça. Et puis Landru, évidemment, n'a pas sauvé sa tête. Hein. Mais Pell a eu connaissance, à coup sûr, puisque c'est en 1922 que Landru est exécuté. Oui. Donc Pell a eu connaissance parce qu'il lisait beaucoup. Il attendait. Alors les journaux arrivaient avec des semaines, voire un mois de retard, mais il lisait beaucoup. Donc il se tenait au courant de l'actualité. Donc il a bien vu qu'il avait un héritier. Un héritier en quelque sorte. D'accord. Eh ben merci beaucoup Pierre, merci pour avoir accepté cette invitation et pour la présentation de cet ouvrage. Salut mon cher Julien, la sœur d'Albert Pell qui était née un 18 juin, c'était l'appel du 18 juin, voilà. Il fallait la faire. Il fallait qu'elle soit faite par toi, celle-ci. Il fallait qu'elle soit faite par moi. Merci Julien. On te retrouve en décembre, le premier vendredi de décembre, le 6 à 13h. Et là, tu auras encore un invité, je crois. Oui, Jean-Claude Perrotto qui va venir pour nous parler de la concrétisation d'un projet Aixois, puisque nous allons parler du label décerné à Aix-les-Bains, Ville Impériale. Eh ben d'accord. Bon après-midi. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci Pierre. On écoute. Ça fait un plaisir. Merci à vous. Merci. Radio Grand Lac.